Passons à la partie géopolitique et économie à présent. Le 16 avril, le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble a estimé... Schauble. Pardon Schauble. Schäuble, oui, j'arrive pas avec les noms allemands. A estimé en évoquant la zone euro que la France devait être réformée de force, même si, je cite, c'est difficile à cause de la démocratie. Plus hilarant encore, les élus socialistes sont montés au créneau pour dénoncer la francophobie du ministre allemand, et Michel Sapin, le ministre du Travail, a déclaré que la France détestait qu'on la force. Alors, je cite juste une réaction de Mélenchon qui était intéressante. Alors, Mélenchon a déclaré que les propos du ministre allemand illustrent la nouvelle arrogance allemande à l'heure où elle domine l'Europe, qu'elle met en coupe réglée. Et pire, que ces propos avaient été encouragés, je cite, par les pleurnicheries des ministres français qui se plaignent auprès de lui de leurs propres compatriotes. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors, moi je pense que M. Mélenchon a... C'est Mélenchon tel qu'on l'aime. Quand il a inspiré, il est vraiment très bien inspiré. Il est moins sur d'autres sujets, mais le gros problème, c'est que là, l'Allemagne tombe le masque de ce qu'elle est, de ce qu'elle a toujours été, de ce qu'elle sera à jamais. Du moins tant que démographiquement il existera des Allemands. Bien, c'est que ce problème-là pourrait s'alléger d'ailleurs dans les années à venir. Mais l'Allemagne, si vous voulez, il faut que tous ceux qui nous écoutent fassent le deuil de tout ce qu'ils croient savoir sur la dénazification, sur la culpabilité que les Allemands porteraient. En réalité, les Allemands ont, sur plusieurs plans, tenté de diluer la responsabilité qui est la leur sur un siècle, avec l'aide d'ailleurs de leurs habituels porteurs de valises et traîtres français, français, du moins français de papier. Donc si vous voulez, l'Allemagne aimerait interlandiser la France, donc ça vous rappelle rien ? L'Allemagne entourée de pays vassaux économiquement, ça vous rappelle rien vraiment ? Il y avait un homme qui l'a écrit dans un livre qui a été très bien vendu dans les années 30. Et quand cet homme est devenu chancelier d'Allemagne, tout le monde est surpris. Et quand il a précipité un continent entier dans l'horreur, tout le monde a été surpris. Mais c'est exactement le même plan. L'interlandisation de l'Europe de l'Est d'abord, de l'Ouest ensuite, c'est la géopolitique allemande, dont le nazisme fut un avatar parmi d'autres. Voilà. Donc si vous voulez, tout ce que vous croyez savoir sur la culpabilité, sur ce qu'ils ne feront, sur ce qu'ils ne feront pas, c'est du flan. Les Allemands, après, ou alors... vous entrez dans le trip, la guerre civile européenne, la nouvelle guerre de 30 ans. Moi je laisse ça aux gens dont c'est la camelote. Mais ce n'est que de la camelote. Voilà, c'est de la camelote que des historiens allemands qui étaient là pour déresponsabiliser l'Allemagne, ce qui était le cas d'historiens de seconde zone, comme Nolte, comme toute cette clique-là, qui ont pour but d'européaniser la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir permettre à l'Allemagne de recouvrir le discours de la puissance. Or, aujourd'hui, l'Allemagne est délestée de ce qu'elle a fait, et elle entend bien terminer ce qu'on l'a, comme Joschka Fischer, ministre socialiste, ancien Grünen, c'est un représentant des Verts allemands, qu'avait dit Joschka Fischer ? Cette prédominance qu'on nous a injustement refusée par 2 fois au XXe siècle.
Il n'y a eu que Chevènement qui a eu, le courage, par l'ouvrage Parlons franc, de répondre. Voilà. Donc si vous voulez tout ce que vous croyez savoir sur le... Lisez les gens qui connaissent vraiment l'Allemagne. Lisez Alain Favaletto, lisez Pierre Hillard, lisez Yvonne Bollmann, lisez tous ces gens-là. Vous comprendrez. Voilà. Une question un peu naïve, comment on a pu laisser un pays vaincu recommencer aussi rapidement? Pour une raison qui est très simple, c'est que ce pays vaincu est le principal porte-avions de la puissance qui a gagné, et ce, depuis le début. Les Américains estiment que l'Allemagne est, dès la fin du 19e siècle, leur porte-avions économique sur le continent. Voilà. Donc si vous voulez, c'est l'Amérique. Premièrement, les bombardements. Moi, je vois aujourd'hui des tas de petits cons de 18 ans sur Internet qui pleurent sur Dresde. Mais Dresde, par rapport au bombardement sur l'Angleterre, aux villes qui ont été rayées de la carte, Dresde, c'est rien. Dresde, ce n'est rien. Et d'ailleurs, Dresde, c'est simple. Moi, je comprends tout à fait des Britanniques qui ne voulaient pas que leurs hommes soient massacrés au sol et qui ont préféré briser le moral des Allemands comme ça. Les Allemands ne s'en sont jamais privés. Regardez ce qu'ont fait les Einsatzgruppen à l'Est. Regardez ce que ce peuple a fait et laissé faire. Bon. Or, l'Amérique fait en sorte que tout le patronat allemand ne soit pas visé par les bombes. IG Farben n'a pas été visé, BASF n'a pas été visé, tout ça, ça n'a pas été visé. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les Américains vont faire redémarrer l'Allemagne très peu de temps après. Pourquoi ? Parce que c'est juste... Ils ont été vaincus par, nous allons y revenir, l'Union soviétique. Mais ils sont devenus le porte-avions américain dès le début. Et pourquoi se dévolue sur l'Allemagne ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, par une compatibilité de caractère avec les Américains. Deuxièmement, parce que c'était pas la France. Il y a une large part de francophobie dans cette explication-là. Et troisièmement, parce que il faut un point avancé dont on sait, parce que les Américains connaissent par cœur l'histoire de ces zones. Ils savent quel peuple utiliser contre tel autre. Il faut un peuple dont on est sûr que la haine primaire, ethnique et viscérale qu'ils portent aux Russes fera un parfait pion avancé du monde libre. La France était inutilisable dans ce cas-là. Premièrement, les Français sont ingérables. Deuxièmement, ils peuvent être rebelles. Troisièmement, ils peuvent secréter des hommes comme De Gaulle. D'ailleurs, ce qu'on a fait, pas de problème. Et quatrièmement, les Français et les Russes, c'est tout sauf une histoire de haine, historiquement. À certains moments, ça a même été une grande histoire d'amour. Qui d'autre, sinon ? Les Polonais ? Ils sont où à la fin de la Seconde Guerre, les Polonais ? Et puis la Pologne, vous savez, ça n'a pas toujours existé en histoire. Alors que bon... Puis aussi, l'avantage des Allemands pour les Américains, c'est que c'est quand même un peuple qui se pose pas de questions, quoi. Vous voulez, c'est un peuple dont les vertus cardinales sont l'efficacité et le conformisme. Donc vous pouvez en faire des ingénieurs et vous pouvez en faire des assassins, sans aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Quelle est la solution ? C'est faire comme avait fait Napoléon avec une confédération du Rhin ? Je pense qu'il y a un énarque qui a écrit un article qui reprend ce que les Maurassiens appellent le tronçon du serpent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra neutraliser l'Allemagne en attendant que les Länder se désunissent. De toute façon, la haine interne en Allemagne est quelque chose de terrible, entre eux. Vous voulez, c'est simple. Et ça, c'est historiquement vérifiable. L'Europe n'a connu la paix et l'équilibre que l'Allemagne divisée. Point. Analysez ça comme vous voulez, mais c'est une constante historique et vous n'avez pas de contre-exemple à m'opposer. Par exemple, le dernier épisode de Parabellum s'intéresse à la campagne de Prusse et de Pologne. Et à cette époque, Napoléon avait créé la Confédération du Rhin pour affaiblir la Prusse. Et c'est justement ça qui avait été un casus belli poussant l'Angleterre à dresser la Russie et la Prusse contre la France.
si vous voulez, vous, ce que vous aimeriez, par exemple, c'est utiliser certaines régions d'Allemagne contre le caractère prussien. Contre l'unification. C'est tout à fait possible, mais je vois pas ça dans l'immédiat. Pour une raison, c'est que, premièrement, l'écrasement culturel que la Prusse a fait vivre à l'Allemagne du Sud est arrivé à terme. Bismarck est passé par là. Et ce que Bismarck commence, Hitler le termine. Donc Hitler est tout sauf un accident de l'histoire allemande. Il est même l'acmé de ce qu'est l'Allemagne, fondamentalement. Il est l'Allemagne sans masque. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Allemands l'ont aimé jusqu'au bout, lui ont donné leurs enfants alors que tout était perdu. Vous voyez les souvenirs des soldats américains qui arrivent à l'ouest, quoi. Ils tirent sur des enfants de 15 ans, donnés par leurs parents. Et d'ailleurs, les soldats américains tentent de les sauver. Et l'Amérique perd, alors que la guerre est déjà finie, des soldats dans l'occupation, par exemple, de la ville de Berlin, de la part américaine dévolue à Berlin, parce que ce sont des enfants et eux, en essayant de les sauver, ils s'exposent aux tirs des autres. Si vous voulez, voilà. C'est l'Allemagne sans masque. Or, le grand problème, c'est... Aujourd'hui, les Allemands sont prussianisés, très lourds de caractère. Moi, si vous voulez, quand vous voyez que ceux qu'on appelle les patriotes allemands, Alternative for Deutschland par exemple, je vous en avais déjà parlé, bon, ce ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Parce que si vous voulez, ils sont dans la même logique de domination. La seule chose, c'est que parce qu'ils pensent avoir en face d'eux des Français débiles qui bavent sur l'Europe puissance et qui en réalité ne sont que des bagages oubliés de la Wehrmacht, ce qui est une large part de l'extrême droite européiste française, ou de la droite européiste française d'ailleurs, ils disent on va faire ça contre l'Amérique évidemment. Et comme le pro-germanisme en France est une valeur universellement partagée chez les demeurés, on en arrive là. Alors que nous, si vous voulez, premièrement, nous sommes une puissance nous sommes un archipel. La France est un archipel, il faut se mettre ça dans la tête. Nous sommes une puissance extra-européenne. Notre plus grand voisin, je le répète, et je le répéterai jusqu'à ma mort, c'est qui notre plus grand voisin terrestre ? C'est le Brésil. Eh ouais. C'est comme ça. Donc si vous voulez, le couple franco-allemand c'est du flanc, tout ça c'est du flanc, et maintenant, de toute façon, on est clair et net là-dessus. Et je crois qu'il y a un deuxième fait d'actualité qui va encore prouver ce que je me tue à dire. L'occasion de poser la question de Julien, parce que t'es éclairé, qui vous demande que pensez-vous de l'espionnage du ministère des Affaires étrangères français et d'Airbus par le BND allemand pour le compte de la NSA. Eh bien, je me dis que, que c'est très méchant de dire ça, mais je vous l'avais bien dit. Alors, on m'opposera, parce que c'est le seul argument qu'on peut m'opposer, on m'opposera une procédure juridique dont personne n'a jamais prouvé qu'elle existait, qu'on appelle les actes du chancelier. C'est-à-dire que chaque chancelier allemand devrait signer un document d'allégeance à l'Amérique. Ça n'a jamais été prouvé, et je suis tellement à l'aise avec ce sujet-là que j'ai demandé dans Perspective Libre numéro 5, je crois, sur le protectionnisme, qu'un spécialiste russe de ces affaires-là écrive sur cette hypothèse. Le problème, si vous voulez, c'est que je vous répondrai « et alors ?» Poutine avait la confiance de la chancellerie américaine quand il est arrivé. Et d'ailleurs, il a joué le jeu jusqu'à la fin de la guerre de Tchétchénie. Il y a même une idylle américano-russe après le 11 septembre. Vous vous en rappelez peut-être. Ce qu'on a appelé la Grande Alliance. Pierre Laurin qui avait trouvé ça. Ça n'a pas empêché Poutine de changer. Or, l'Allemagne ne change jamais. Jamais. Mettez-vous ça dans le crâne. Elle a une géopolitique qui est inscrite dans le marbre. Vous me lirez les buts de guerre de l'Allemagne impériale. Vous me le lirez 10 fois, vous me le lirez 100 fois, qu'est-ce que vous compreniez ?
Voilà. Et je salue d'ailleurs Eric Vergaren, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, il a un nom un peu complexe. Qui a écrit parfois sur Atlantico et qui a écrit sur l'Allemagne récemment des articles absolument extraordinaires. Voilà. Si vous voulez, lisez les gens qui connaissent l'Allemagne. Ne plaquez plus sur l'Allemagne toutes les conneries qu'on vous a appris à l'école sur les couples franco-allemands, la réconciliation, etc. C'est la guerre froide qui a fait la paix. C'est l'équilibre de la terreur, c'est la menace de l'hiver atomique qui a fait la paix. Voilà. Mettez-vous ça dans le crâne. Pour l'Allemagne, ce n'est pas une défaite qui a eu lieu en 1945, c'est le début d'une trêve. C'est différent. Voilà. Il faut faire un minimum d'essentialisme philosophique, comme chez Platon, et comme le disait le général, les choses sont ce qu'elles sont. Or, ils sont ce qu'ils sont. Prenez-les, si vous voulez. N'aimez pas des Allemands imaginaires. Voilà. Ne les aimez pas. N'aimez pas des gens qui n'existent pas. Voilà, c'est tout. La francophobie, par exemple, dans les partis allemands, elle est même chez les Grünen, elle est dans l'extrême gauche, elle est de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce que je viens de vous dire sur Joschka Fischer, c'était l'extrême gauche en Allemagne. Alors que pense l'extrême droite allemande ? Bon. Ensuite, moi, tous ceux qu'on m'a dit, ils pensent comme nous de ce côté-là de la frontière, à chaque fois, et Dieu sait, j'ai fait cette expérience plus que la plupart des gens qui me critiqueront derrière leur poste. À chaque fois, je suis tombé sur des gens inaptes et non fiables. Donc, on pourra toujours me dire, oui, mais j'en connais un qui, par une nuit sans lune derrière le pont, après le puits, était pas mal. Je répondrai oui, mais les poissons volants ne constituent pas la majorité du genre. Voilà. Hier, 9 mai, a eu lieu à Moscou le défilé de la victoire. Une cérémonie que François Hollande a préféré boycotter en envoyant à sa place Laurent Fabius. Super. Que pensez-vous de cette attitude diplomatique ? Je pense que... Comment dire ? Je pense que il y a dans un quartier de Moscou, il y a un cimetière dans lequel il y a les hommes de Normandie-Niemen. Normandie-Niemen est le symbole de ce que le général de Gaulle disait quand il disait « Entre la France et la Russie, être unis c'est être forte, être séparés c'est être en danger ». Donc si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. Quand on ose parler de barbarie, de lutte contre la barbarie, et qu'on ne salue pas le sacrifice de 20 millions de jeunes Russes qui nous ont donné la liberté, vu que, et là, contrairement à ce que pense une part des historiens français, particulièrement des droitards d'historiens français, la Seconde Guerre mondiale est une guerre de l'Est, comme la première d'ailleurs. Parce que c'est la géopolitique allemande. 20 millions de jeunes Russes ont payé notre liberté de leur vie. Ok ? 90% de l'effort du Reich allemand est à l'Est. Donc, l'Amérique, il faut savoir une chose, pour un soldat américain qui est tombé, 600 soldats russes sont tombés. À peu de choses près. En grosse louche. Je ne suis pas un matheux d'élite, mais ça doit être à peu près ça. Vu que l'Amérique, si mes souvenirs sont bons, a perdu 126 000, vous êtes historien à peu de choses près, 126 000, 130 000 hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on compte le front du Pacifique, on approche des 500 000 plutôt. Si on compte le front Pacifique, mais en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, ça doit être ça. Oui, on est en Europe de l'Ouest, on est à 126 000, 130 000 hommes. La Russie a perdu 20 millions. 27 millions. Enfin, les chiffres sont entre 20 et 27 millions. Entre les chiffres diffèrent, surtout que
selon les méthodes de calcul. Parce que est-ce qu'on prend tous les civils que l'Allemagne a exécutés sur son passage, avec les terribles passages des Einsatzgruppen à l'Est? Je vais vous donner un exemple. Des choses comme ce qui est arrivé à Tourouvre ou à Roidour-sur-Glane en France. Il y a eu au minimum 130 Oradour-sur-Glane sur le territoire de la seule Biélorussie. Donc si vous voulez, l'Allemagne dans ces régions-là a laissé un souvenir pas top, faut être très clair là-dessus. Et quand on ose parler de lutte contre la barbarie, qu'on ne salue pas ce sacrifice, qu'on supporte que des pays comme l'Estonie, comme la Lituanie, honorent les troupes allemandes par la haine primaire et viscérale qu'ils portent aux Russes, au point même d'en énerver les Polonais, qui pourtant au niveau anti-russe... Bon. Quand on voit que ces gens-là sont capables de ça, quand on voit que ces gens-là soutiennent en Ukraine le bataillon Azov de sinistre mémoire, bataillon Azov dont les hommes sont issus pour la plupart de Private Sector, quand on voit que ces gens-là, ou les leurs, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a tué tous ces opposants ukrainiens qui au mois de mars et d'avril sont mystérieusement tombés de leurs fenêtres, certains ont été, ou alors certains se sont, on me dit, il y a eu beaucoup de suicides, ah bah oui, il y a un certain monsieur Kalachnikov, ça ne s'invente pas, du Parti des Régions, qui est mort d'une rafale de Kalachnikov toujours, devant chez lui. Et il y a même, chose nouvelle, un homme qui n'est pas du tout un membre du Parti des Régions, qui était un journaliste. Et là, j'en appelle à l'esprit du 11 janvier, j'en appelle au pas d'amalgame, j'en appelle à Où est Charlie? Lui, il avait un crayon et un clavier d'ordinateur, il n'avait pas d'arme. Il était exécuté devant chez lui. Par les amis de M. Fabius. Et les amis de M. Fabius sont soutenus par la démocratie française, par la diplomatie française. Et on ose parler de lutte contre la barbarie? Étonnant. Il faut savoir une chose, quand l'un des derniers hommes de Normandie-Niemen, un des seuls survivants, a été inhumé aux Invalides, il y a quelque temps de cela, le gouvernement russe était représenté et une délégation même des cœurs de l'armée rouge, enfin de ce qu'on appelait cœurs de l'armée rouge dans le temps, donc les cœurs de l'armée russe, s'était déplacé. Le gouvernement français ne l'était pas. Donc si vous voulez, ce sont ces gens-là qui font ces insultes à l'histoire. On en a eu plusieurs, là, au cours du mois qui vient de s'écouler. Le grand éditeur François Maspero, le grand résistant Crémieux-Briac, grand résistant, grand historien. Il y a eu quelque chose sur Crémieux-Briac? Rien. Sur Maspero? Rien. Sur les hommes de Normandie-Niemen? Rien. Et aujourd'hui, face à Vladimir Poutine, on préfère boycotter ce jour de la victoire. Alors que lui était venu pour le débarquement. Mais je rajouterai sur même la symbolique du 8 et du 9 mai. C'est deux conceptions de la libération différentes. Ce sont deux conceptions de la libération différentes. Mais au-delà du débat historiographique, je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes gens dire oui, mais on est passé d'une domination à une autre. Premièrement, c'est pas du tout le même type de domination, déjà et d'une. Deuxièmement, l'équilibre des empires nous a permis, et c'est entre autres l'œuvre du général de Gaulle, d'avoir notre diplomatie à nous, donc d'être libre. D'être libre, c'est-à-dire d'utiliser le maximum des moyens à notre disposition pour avoir une diplomatie autonome. La pleine liberté pour un individu, comme pour un État, n'existe pas. On est comme on est, plus petit, plus grand, plus fort, plus gros, plus gras, et on fait ce qu'on peut par une stratégie. Et si vous voulez, ce discours anti-politique qui est « on a toujours été des dominés », ça veut dire que seul celui qui domine est réellement souverain. C'est faux. C'est faux. C'est un discours... C'est le discours du 100% qui est typique de la droite française. Parce qu'eux, ils sont dans le 100%.
sont 100% mythos, 100% alcoolo, 100% enclando. Ils sont... Voilà, c'est les hommes du 100%. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien foutu et qu'ils foutront jamais rien. Or, le vrai problème, c'est comment recouvrer les marges de manœuvre de la souveraineté. Aujourd'hui, nous n'avons plus la souveraineté parce qu'elle nous a été le dispositif qu'est la souveraineté, qui est un dispositif juridique et matériel avant tout, nous a été enlevé. Le tout, c'est comment le recouvrir. Et ça, c'est la leçon, entre autres, de ce que la France combattante a fait. Donc, et quand je vois que l'hommage à nos morts ne devrait pas faire débat, et que vraiment la France est à 2 doigts de l'affrontement interne pour qu'on en soit arrivé là. Vraiment. Un détour outre-Manche maintenant avec les élections législatives britanniques et surtout la défaite de Nigel Farage qui s'est retiré de l'UKIP. Comment dire ça ? C'est pas lui l'homme qui a réellement perdu le scrutin. Ceux qui ont réellement perdu le scrutin, c'est les travaillistes et surtout les libéraux-démocrates. Les libéraux-démocrates ont leur groupe qui, je crois, est divisé par 4. Et les travaillistes, d'ailleurs, je crois qu'il va quitter le chef de file du Labour. En réalité, Cameron est dans la nasse. Il voit une grande victoire qui lui est due qui lui est due avant tout, pas par le nombre de voix, mais par le mode de scrutin. L'uninominal à un tour, c'est un coup près de guillotine. C'est simple, winner take all. C'est simple. C'est le système le moins représentatif de la réalité politique, mais le plus efficace pour gouverner. Bon. Or, le grand problème, c'est que Nigel Farage, soit Cameron se met en ordre de bataille pour le référendum, et donc Farage aura gagné, parce que c'est son but que la Grande-Bretagne redevienne libre. Soit Cameron, comme Hollande, a osé, il est vraiment gluant, a osé, alors que Cameron est à peine élu, lui rappeler les règles de l'Union Européenne. T'as rien demandé, pédalman. Continue à pédaler dans la semoule avec ton équipe d'intellectuels de haut niveau, de Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Le monde entier te l'envie, mais refuse de venir la chercher, chose étrange. Or, c'est gluant. Soit Cameron abandonne le référendum, et si c'est le cas, la base du Parti conservateur finira par lui échapper. Comment a-t-il réussi à faire baisser Farage ? Farage et Cameron ont tous les deux à peu près les mêmes visions diplomatiques, à peu près les mêmes visions économiques et surtout la même vision de leur base sociale. Quand on voit les élus, et en réalité la force de Nigel, c'est le dossier européen. Scrutin à la proportionnelle, qu'il a couronné en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que pour les Anglais, c'est un sujet tellement important, la liberté, qu'ils ont préféré envoyer quelqu'un dont ils étaient sûrs. Ensuite, c'était un message de la base du parti conservateur vers ses représentants. On a Farage. Donc, si vous ne voulez pas qu'on transforme l'essai, faites ce que vous avez à faire. Quand vous croisez les parlementaires du UKIP, qui sont-ils ? Des hommes de 65-70 ans ? Propriétaires terriens ? Des régions... si vous voulez, des régions terriennes de l'Angleterre, juste au sud de l'Écosse pour beaucoup. Clientèle de base du Parti conservateur, donc. Bon, c'est les mêmes. Et là, qu'a fait Cameron ? Il a repris la route des propriétaires terriens, des propriétaires terriens, de la grande bourgeoisie, que Farage était en train de lui piquer, en tapant d'autant plus dur sur l'Union Européenne. Maintenant, il est dans la nasse, Cameron. Car, contrairement à ce qu'on croit, le système britannique n'est pas un bipartisme parfait. C'est un tripartisme contrarié. Vous savez,
le Parti libéral-démocrate, dont je vous ai dit qu'il a été laminé à ce scrutin, si je vous dis qu'au tout début du XXe siècle, il était le parti majoritaire de Grande-Bretagne, sur l'aile qu'on appellerait gauche, il a été tué par le Parti travailliste au cours des années 20, début des années 20. Il pourrait arriver la même chose au Parti conservateur par le UKIP dans les années à venir. C'est à Cameron de ne pas flancher. S'il ne flanche pas, objectivement, Nigel Farage ne sera peut-être pas Premier ministre, à mon avis il sera ministre un jour de toute façon, mais même Nigel Farage, toute personne qui l'a approché, ce qui a été mon cas, puisque bon, ça c'est assez su que j'avais organisé des événements avec lui, c'est un homme charmant premièrement, il est anglais jusqu'au bout des ongles, un homme charmant, un tribun comme j'en ai rarement vu, mais surtout, Farage il était l'un des spécialistes les mieux payés du marché britannique des métaux. Donc quand il dit qu'il a gagné infiniment plus d'argent à l'extérieur qu'en faisant de la politique, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'au moment où la Grande-Bretagne sera sortie de l'Europe, ce qui la sauvera, enfin ce qui la sauvera en partie, après c'est à elle de reprendre les moyens de gérer les problèmes lourds qu'elle a. Mais en tout cas, elle aura les moyens de sauver sa tête, ce que nous n'aurons pas si nous sommes encore dedans. Nigel Farage pourrait même arrêter la politique. C'est un homme qui est dans une optique de service et qui a réussi à contraindre Cameron à entrer dans une logique parallèle. Après, nous verrons ce que vaut la parole de David Cameron. Puisqu'on parle de Nigel Farage, on a eu récemment sur le Forum des Patriotes éclairés une inscription d'un lecteur qui se définit comme libéral conservateur, donc c'est autocrate, et il souhaiterait vous poser une question. Alors il vous demande s'il n'est pas contradictoire de souhaiter le retour d'une certaine planification étatique en France et de soutenir dans le même temps des candidats qui se disent libertariens comme Nigel Farage justement, ou des intellectuels et économistes libéraux comme Fekete à l'étranger ou Delamarche en France. Alors, celle-là je l'attendais. Je suis content que quelqu'un me l'ait enfin posée. Premièrement, parce que je suis un partisan résolu de la souveraineté des États. Donc, comme disait Keynes, le libre-échangisme, alors que le libre-échangisme n'a jamais fait partie réellement de l'histoire de l'Angleterre, mais ils aiment le libre-échange, ça fait partie de leur patriotisme. Ça fait partie des illusions que le peuple anglais, comme tout peuple, a sur lui-même. Bon, tant mieux, tant pis. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Moi, si je soutiens Nigel Farage, c'est parce qu'il veut que l'Angleterre soit aux Anglais. Et c'est ce que je préférerais, que l'Angleterre soit aux Anglais, et que la France soit aux Français, etc. etc. Voilà. Comme disait Claudel, ce qu'on peut donner au monde de mieux, c'est soi. Donc j'aimerais que les Français redonnent la France au monde, j'aimerais que les Anglais redonnent l'Angleterre au monde. Point barre. Donc Farage, il est chez lui, les Anglais sont là-bas chez eux, ils veulent être même libertariens, c'est leur droit le plus strict. Le plus strict. Quant aux intellectuels, c'est assez simple, ça je m'en étais expliqué dans une vidéo qui s'appelait Panorama des économistes contemporains. C'était il y a 1 an ou 2 peut-être. Des économistes hétérodoxes. Oui, des économistes hétérodoxes. Fekete et Delamarche appartiennent à la même école idéologique, mais à des degrés différents. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Delamarche est entre l'école autrichienne et les monétaristes. Le professeur Fekete est très clairement un autrichien, au bout des ongles. J'ai jamais dit que j'étais d'accord avec Antal Fekete. Moi, pour ma part, je ne suis pas partisan de l'étalon métal. Je sais ce que ça nous a coûté. Par contre, ceux qui veulent l'étalon métal, d'ailleurs celui qui s'en est le mieux expliqué, c'est à mon sens pas Antal Fekete, c'est Norman Palma. Or, Norman Palma est celui qui a à mon avis la vision la plus opératoire de ces gens-là. Mais, à titre personnel, c'est pas mon combat. Toutefois, c'est les gens qui posent le problème du système monétaire international avec le plus d'acuité. Moi, je suis là pour faire de l'éducation populaire, donc ces gens-là m'intéressent. Ensuite, en plus, toute personne qui approche Olivier Delamarche, c'est que c'est quelqu'un de délicieux, Olivier Delamarche. Donc, tant qu'à faire, autant faire de l'activité bénévole, je préfère la passer avec des gens que j'aime bien.
c'est mon droit. Voilà. C'est le... Si vous voulez, et tant qu'ils poseront les bonnes questions, ils auront le droit de venir les poser chez moi. On est en désaccord sur les réponses. Et alors, dans un pays sans souveraineté, on ne s'engueule pas. Sinon, je rappelle ma devise, c'est du théâtre, c'est de la mélanchonite. Voilà. Une question d'Alexandre maintenant. Alexandre qui est l'un de nos adhérents et qui habite en Chine. Il aimerait votre avis sur les expansionnismes russes et chinois, car d'après son ressenti sur place, les Chinois craignent plus que tout le pouvoir communiste, et quant aux voisins asiatiques de la Chine, nous dit Alexandre, il verrait même une présence américaine dans la région, ou une présence accrue américaine dans la région, comme une bénédiction et un moyen de limiter l'expansionnisme chinois. Alors, premièrement, en termes d'expansionnisme territorial, la Chine a tenté et tente encore de régler la plupart de ses conflits frontaliers par les voies du droit international. Elle les a réglés avec l'Inde, elle les a réglés avec la Russie. Ensuite, il reste le problème de la mer de Java ou mer de Chine, ça je suis tout à fait d'accord, qui va poser des problèmes de sécurité. En plus, les Européens ou les eurocrates, c'est-à-dire la même chose d'ailleurs aujourd'hui, veulent s'en mêler, et il serait tout à fait bénéfique pour le monde que des hommes qui sont incapables de gérer leur propre vie, comme M. Juncker ou Martin Schulz, ne se mêlent pas d'une situation trop complexe pour eux. Or, le grand problème, c'est que la Chine, si vous voulez, il y a deux sujets. En effet, certains voisins de la Chine, je pense même au Vietnam, jouent le jeu d'équilibre des puissances avec les Américains. Le problème, c'est que jouer l'équilibre des puissances est une chose. Jouer le pourrissement en est une autre. Aujourd'hui, qu'il y ait des bases américaines au Japon et en Corée, alors que la marine de guerre coréenne est tout à fait apte au combat et la marine de guerre japonaise est tout à fait apte au combat, je vous rappelle qu'en valeur, c'est le troisième ou quatrième budget militaire au monde, il est anormal que des bases américaines se maintiennent. Ces pays-là sont aptes à assurer leur défense. Je prierais pour l'âme du pauvre fou qui défierait les flottes coréennes ou japonaises en combat naval. Il faut vraiment le vouloir. Il n'y a aucune raison que l'Occident se mêle de ça. Il y aura un jeu d'équilibre des puissances en Asie qui contrecarrera si vous voulez, la menace chinoise. Si vous voulez, j'ai un mal fou à y croire, moi. En guerre économique, oui. En guerre physique, ma fille a 1 mois et demi. Quand je l'emmènerai à sa première ou deuxième année de faculté, quand j'irai voir avec elle les résultats, un Chinois sur 3 aura plus de 60 ans. Quelle menace me parlez-vous ? Il y a une menace sociétale chinoise due au déficit de femmes qui font que les Chinois vont, dans certains pays comme au Vietnam, se servir en femmes, on pourrait même dire. C'est plus compliqué qu'acheter des femmes, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup plus compliqué. Mais dans certains cas, ça relève de ça. Ce qui est atroce, et ça te créera des problèmes lourds. Toutefois, si vous voulez, l'expansionnisme chinois en Asie, si vous voulez, en Asie, vous avez de grands peuples guerriers. Vous avez les Thaïlandais, vous avez les Vietnamiens. Je vous rappelle que le paysan Han est un mauvais soldat. La plupart des militaires de carrière en Chine sont des Mandchous, pas des Han. Alors vous me direz, c'est énorme, l'armée chinoise, c'est 2 millions d'hommes mobilisables aussi, assez rapidement. Oui, je vous rappelle que l'armée chinoise, historiquement, c'est une armée qui a été battue à 10 contre 1 par les Mongols, donc 10 Chinois pour un Mongol, ça a été vaincu, et qui récemment, encore relativement récemment, après la chute de Pol Pot, se sont fait damer le pion en soutenant les Khmers, le Kampuchea démocratique, face au Vietnam pro-soviétique, alors que le Vietnam venait de vivre une guerre qui lui a coûté au minimum 1 million de morts. Donc c'est une puissance, c'est une armée quantitative. C'est une armée quantitative. Alors oui,
Alors ensuite, elle modernise son matériel de guerre, particulièrement sa flotte de guerre, mais elle la modernise par rapport à la flotte américaine, pas par rapport aux autres flottes du Pacifique. Si vous voulez, quant à l'expansionnisme russe en Asie, ne surestimez pas la Russie devient un pays asiatique, de plus en plus. Et d'un côté, heureusement d'ailleurs, heureusement pour elle. Mais de là à y voir un expansionnisme, si vous voulez, une part du peuple chinois, du petit peuple chinois, parce qu'il subit l'influence cognitive américaine, pense que les Américains pourraient les traiter bien. Je pense qu'il y a beaucoup de peuples qui en sont revenus. Peut-être mieux que le Parti communiste. Certainement. Le problème, c'est que le système de développement actuel de la Chine est très proche de l'ultralibéralisme anglo-saxon. D'ailleurs, il suffit de voir où les princes rouges vont mettre leur argent quand ils font de l'évasion fiscale. Et où ils envoient leurs enfants à l'école. Donc si vous voulez, les problèmes asiatiques doivent être traités en Asie, et par des puissances asiatiques. Parce que la Russie en fait partie, et l'Occident, vous voulez, la seule puissance occidentale qui soit en même temps asiatique, c'est l'Australie. Bon. L'Australie a joué les gendarmes de la région à partir du 11 septembre jusqu'en 2003-2004, et ensuite a vu ses positions se faire refluer les unes après les autres. Bon. Il n'y aura pas de Mare Nostrum chinois, pas d'inquiétude. Il n'y en aura pas. Vous allez avoir l'Indonésie qui est un pays, qui est en plus un pays de combattants, avec une marine de guerre qui devient de plus en plus apte. Donc, si vous voulez, l'équilibre des forces se jouera en Asie. D'ailleurs, si vous voyez les budgets militaires, on pourrait même déjà parler de poudrière asiatique. Mais je crois sincèrement au sens de l'équilibre de ces peuples. Pour l'instant, il n'y aura pas, parce qu'il n'y a pas la même facilité idéologique que l'Occident, il n'y aura pas d'embrasement, en tout cas pas à court terme. Donc, objectivement parlant, les autres pays ont peur de la Chine. C'est vrai. Et d'ailleurs, Pékin fait beaucoup d'erreurs qui augmentent cette peur. Mais la Chine a déjà dépassé l'acmé de sa puissance. La Chine, il y a déjà énormément de facteurs qui vont vers un déclin relatif. Ils trouveront un modus vivendi. J'y crois profondément. Et objectivement parlant, je n'ai pas vu dans ces 20 dernières années d'endroits où la diplomatie occidentale s'est arrimée et où elle a amélioré quelconque situation. Une question de Benoît maintenant. Que pensez-vous de la probable future présidente des États-Unis et du bloc BAO, Madame Hillary Rodham Clinton, et surtout que pensez-vous de son entourage, les Flournoy et consorts? Est-ce que c'est selon vous des néoconservateurs ou des conservateurs réalistes à la Brzezinski? Alors, pour bien comprendre l'entourage d'Hillary Clinton, je vous renvoie là par contre aux Perspectives libres numéro 13, et particulièrement au très brillant article de Clément Nguyen, qui à mon avis va devenir dans les années à venir l'un des meilleurs spécialistes de la politique américaine et de la pensée stratégique américaine. Objectivement, moi ce qui m'embête avec Hillary Rodham Clinton, n'oubliez pas qu'Hillary Rodham Clinton a déjà co-géré le pouvoir. Nous n'aurions pas eu les Balkans comme nous les avons eus sans elle. Elle a appris les relations internationales à l'ombre de Madeleine Albright. C'est une Wilsonienne. Ensuite, est-ce que le brave Andrew Wilson ne vaut pas plus que ce qu'on disait? C'est possible, il existe d'ailleurs un livre qui prend le parti de Wilson en disant qu'il n'est pas ce que l'histoire en a retenu, qui a été publié, mais je ne l'ai pas lu malheureusement, j'en ai pas eu le temps, par mon ami Slobodan Despot aux éditions Xenia. D'ailleurs, si quelqu'un connaît bien cet ouvrage-là, je serais tout à fait ouvert au débat. Le problème, c'est que pris dans son sens courant, le wilsonisme est une vision extrêmement idéologisée
des relations internationales, dont d'ailleurs les néoconservateurs se sont en partie inspirés dans leur utilisation des droits de l'homme, du double standard, de tout ça, cette vision très messianique du fait international. Elle est là-dedans. Les Balkans, c'est ça. N'oubliez pas que la chute de Kadhafi est très largement son œuvre. N'oubliez pas que Morsi est une de ses créatures. Et qu'elle est entourée de gens... Si vous voulez, c'est horrible à dire, mais les positions d'équilibre sur lesquelles Brzezinski arrive à la fin de sa vie, d'ailleurs c'est drôle, son dernier ouvrage n'a pas encore été traduit. Étonnant. Étonnant. Pourquoi ? Parce que quand il dit quelque chose de vrai, c'est que l'élite américaine vaut plus un paix. Bon, c'est vrai. Il arrive aux mêmes positions que Huntington à la fin de sa vie ou que Kissinger au moment où Kissinger a été écarté des cercles de pouvoir américains. Car Kissinger, je renvoie à la biographie Fleuve, qui vient de sortir enfin un vrai bouquin sur Kissinger qui est sorti de la part du doyen Zorbib. Kissinger avait des positions d'équilibre, dont d'ailleurs beaucoup lui avaient été soufflées, par ses entretiens avec Nixon, qui lui-même les avait pris chez De Gaulle. Comme la reconnaissance de la Chine, de l'aveu même de Nixon, c'est entièrement De Gaulle qui lui a soufflé l'idée. Donc si vous voulez, malheureusement, autour d'Hillary Clinton, je ne vois pas ces gens-là. En tout cas, ce n'est pas ce que mes contacts aux États-Unis me disent. Ils y voient des gens, pour les plus jeunes d'entre eux, qui sont fascinés par le fait militaire, fascinés par la schlag, ils sont des néoconservateurs, objectivement. Le camp néoconservateur est divisé en deux. Ils ont adoubé Hillary Clinton avant de... Là, ils voient ce qu'il y a dans le camp républicain. Est-ce que ce sera Jeb ou pas ? De toute façon, il y a là 3 candidats sérieux dans le camp républicain. Il y en a une dizaine à peu près de déclarés, mais il n'y en a que 3 de sérieux, dont Jeb Bush. Au passage, mettez au moins au crédit au mien et à celui de mes équipes que Jeb Bush était un des premiers à le voir arriver, vu que une vidéo qui date de près de 2 ans maintenant. Pourquoi ? Parce que le parti républicain, comme le parti démocrate, quand ils ont personne à présenter, ils font appel aux dynasties. Bon, les Bush c'est une dynastie et les Clinton sont en train de le devenir. Le problème, c'est que, sincèrement, si vous voulez vous amuser, vous pouvez lire Hillary démasquée de mon vieux camarade Patrick Goffman, qui voit ça, qui la croque comme l'antiféministe raide qu'il est. Mais beaucoup plus profondément que ça, elle m'effraie. Et je renvoie vraiment à l'article de Clément Nguyen là-dessus, pour que vous preniez la mesure de ce qu'elle pourrait faire. Parce que Obama avait joué sur l'ambiguïté du renouveau qu'il prétendait incarner en ne tranchant pas lors de sa campagne la question America is back or not. C'est pour ça qu'on a cru qu'il allait jouer ce qu'on appelle la théorie de l'atterrissage en douceur. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il a fait avancer certaines choses. Comme par exemple, à mon avis, l'une des meilleures actions qu'il ait fait, c'est de reprendre langue avec l'Iran, ce qui malheureusement, nous, comme on est devenus des branques, nous a mis dans les bras du Qatar et de l'Arabie Saoudite, comme roue de secours des Bédouins. La diplomatie française de François Ier à François Hollande, l'histoire d'une chute. Mais vous comprenez le problème. Donc, Obama a tenté, parce que c'est un professeur de droit international. À titre personnel, le déchaînement de puissance le gêne. Mais il n'est pas arrivé à faire bouger la machine, qui est une machine beaucoup plus lourde que la simple présidence. Hillary Clinton, elle, au moins, on est sûr que c'est America is back. D'où le titre, d'ailleurs, de l'article de Clément Nguyen, Ready for Hillary, un dernier moment américain. Et c'est malheureusement ça. À titre même personnel, Jeb Bush m'effraierait moins. C'est déjà des frères Bush qui au moins essaient lire. C'est déjà pas mal. Et deuxièmement, il est beaucoup moins illuminé que l'était son frère. Mais elle m'effraie. Elle m'effraie parce que
qui a étudié son parcours, ses idées, son entourage. C'est une idéologue, Hillary Clinton. C'est une idéologue. Ce que n'est pas Kerry, par exemple. Kerry est plus mesuré, il est vraiment côte ouest. Hein. Kerry, hein, il est aristocrate côte ouest, parle français, etc. Bon, c'est... Alors qu'Hillary Clinton, on risque de voir revenir le wilsonisme triomphant. C'est pour ça d'ailleurs que les néoconservateurs l'ont adoubé, et ils l'ont adoubé il y a près d'1 an déjà. Hein. Et ils l'ont adoubé publiquement. Moi je me méfierais. Voilà. Ensuite, ça reste de la prospective avec tous les défauts du genre. On va revenir en Europe avec la situation migratoire en Méditerranée qui est de plus en plus catastrophique et qui nous laisse assister à une Union européenne impuissante. Est-ce qu'elle est selon vous prise dans ses propres contradictions ? Elle est prise dans ses propres contradictions, et ça, Éric Zemmour l'a dit mieux que personne, les droits de l'homme tuent. Voilà, c'est simple. Hein. En réalité, ils veulent de l'immigration, donc cette traite, parce que c'est de la traite, hein. Vous prenez l'Afrique, sa force, qui sont ses paysans, et bien sûr, la Libye droit de l'homiste, l'alarme obligatoire, bien sûr avec un petit coup de discipline, hein, ou de martinet, pour cette fierté dolosive écœurante de l'Occident décadent, cette shame pride. Oh les pauvres, je les laisse venir, je suis trop bon. Bon, enfin, je laisse venir, pas dans mon quartier, hein, entendons-nous bien. Il y a des pauvres pour les loger. Mais je les laisse venir chez les pauvres. Pas chez moi quand même. Comme disait Thierry Ardisson, les kebabs, c'est très bien à Barbès, mais pas rue de Rivoli quand même. Voilà, au moins, voilà un qui le dit, c'est déjà pas mal. Et voilà, si vous voulez, il fallait pas flinguer Kadhafi. Kadhafi, il renvoyait ces gens-là chez eux, d'ailleurs sans heurts, avec un petit pécule pour les aider. Le grand problème, c'est ces gens-là aujourd'hui vont peser sur nos côtes sociaux, vont les détruire, ça va être une situation imbitable. On estime qu'on perd la trace de chaque migrant au bout de 48 heures, à peu de choses près, donc ça va être une catastrophe. Et l'Union européenne les laisse venir. La Cour de justice des communautés, ou je ne sais pas si c'est la Cour de justice des communautés ou la CEDH, ou la Cour européenne des droits de l'homme, peu importe, l'une des deux, a interdit qu'on les renvoie, enfin qu'on raccompagne leur bateau, alors que bon voilà, on les condamne à mort. Hein. Quand l'Australie a commencé à raccompagner les bateaux, le nombre de victimes s'est arrêté net. Il est passé de 1200 morts à 0. Après on me dit oui mais c'est pas les mêmes masses migratoires. Je dis pardon. Vous voyez ce que c'est la masse migratoire au-dessus d'un pays comme l'Australie, l'Indonésie, la Chine. Dans le sud-est asiatique, il y a aujourd'hui 1,6 milliard de personnes. L'Afrique, c'est 1 milliard de gens, pour l'instant. Donc les Australiens auraient encore plus de raisons de se plaindre. Mais pourtant, ils y arrivent. Vous n'y arrivez pas. C'est étonnant. Pour 2 raisons. Premièrement, vous n'aidez pas réellement l'Afrique à se développer. Deuxièmement, vous ne dissuadez pas les migrants et donc vous êtes complices des passeurs. Complices. La définition de la complicité en droit pénal, c'est la fourniture de moyens et l'aide. Bon. La marine italienne est en lien permanent avec les passeurs. Bon. Autrement dit, les larmes de crocodile de l'Union européenne là-dessus, moi, pour ma part, ne me convaincront jamais. La seule chose qui est à faire, c'est suspendre Schengen et faire un programme de retour. Et de régler la situation en Libye. Autant que faire se puisse, parce qu'il y a des zones de mal sur lesquelles on ne reviendra pas. Dernière question, vous vouliez évoquer la chute de l'euro. Alors, la chute de l'euro. Vous vous rappelez que la force de l'euro, c'était l'un des principaux arguments des partisans de l'euro. L'euro, c'est plus fort que le dollar. Déjà, c'est plus le cas. Donc, si vous voulez, et moralité, l'euro fort ou l'euro faible,
la situation ne s'arrange pas. Ça ne veut pas dire que l'euro n'est pas coupable. Ça veut juste dire que l'euro amplifie tous les symptômes de crise et n'amplifie pas quand ça s'améliore. Voilà, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, l'euro baisse, on pourrait vendre plus, oui, mais à qui ? La crise est mondiale maintenant. Bravo. Il faudrait dévaluer beaucoup plus que ça. Or, nous ne le pouvons pas. Mais on voit que l'euro fort n'a garanti aucune puissance. Et l'euro faible arrive beaucoup trop tard. Voilà. Moralité, l'euro, comme toujours, c'est la prime à celui qui en sortira. Celui qui en sort le premier empoche tout, celui qui en sort le second un peu moins, etc. Et celui qui n'en sortira pas est mort. Simple. Avant de terminer, on va passer à la partie culture. Vous vouliez rendre dans un premier temps un hommage à Claude Durand. Alors Claude Durand, c'était le grand éditeur de Fayard. Tout le monde rend l'hommage à Claude Durand suivant, c'était l'éditeur de Solzhenitsyn. C'est sûr, c'est énorme, quand on voit ce qu'a été la guerre froide, les mouvements des dissidents soviétiques, etc. N'étant pas partie prenante de ce débat-là, je ne me permettrai pas. Il est évident que le personnage mérite d'être salué pour ça. Non, ce que je voudrais saluer, c'est le dernier Durand. Le tout dernier. Ça ne veut pas dire que tout le reste ne le mérite pas, le reste est immense, mais je serais mal placé. Premièrement, je ne connais pas assez bien l'œuvre de Solzhenitsyn, ni les conditions dans lesquelles il a été traduit en France. Je connais un peu Georges Niva, tous ces trucs-là, mais bon. Par contre, je vais dire ce que je sais de Claude Durand. Claude Durand, avant de quitter les éditions Fayard, a demandé à 2 hommes de confiance de réaliser 2 ouvrages pour que Claude Durand, qui était un homme intègre, règle ses comptes avec des hommes qu'il peut trouver malsains. Il a fait venir Pierre Péan. Pierre Péan est avec Philippe Cohen, le journaliste les plus doués de cette génération, pour qu'il règle le compte d'un certain Bernard Kouchner. Ça vous donnera Monsieur K, qui est l'ouvrage à lire sur Bernard Kouchner. Le monde selon K. Le monde selon K. Voilà. Et celui-là, Pierre Péan a eu le temps de le rendre avant que Durand quitte Fayard. Et ensuite, il a fait venir un ami à moi, Daniel Salvatore Schiffer, qui est une sorte de George Steiner latin, spécialiste de Lévinas, du dandisme, que nos auditeurs prennent une photo de lui sur Google Images. Il est racé, nommant plus d'une gentillesse. Il vient d'écrire un ouvrage sur Lord Byron, d'ailleurs. Il lui a dit, Daniel, tu es quand même un philosophe brillant, tu vas me rendre un service, je voudrais que tu fasses le bilan de la nouvelle philosophie, et particulièrement de la personne de Bernard-Henri Lévy, mais d'un point de vue conceptuel. Je ne te demande pas un pamphlet. Des pamphlets sur BHL, il y en a déjà eu. De très bons d'ailleurs, hein, la règle du jeu, JE, Richard Labévière, et puis il y avait eu cette biographie de Philippe Cohen, l'autre journaliste le meilleur de cette génération. Et Philippe Cohen était arrivé à conclure BHL c'est rien. Et personne n'a fait autant mal à BHL que Philippe Cohen. Donc le vrai souci, c'est comment faire un bilan conceptuel de rien, parce que la nouvelle philosophie c'est rien. Daniel Salvatore Schiffer a travaillé son texte très longtemps. Il parle un peu de Finkielkraut et de Bruckner, mais c'est surtout BHL et Glucksmann, parce que c'est eux les battleurs de cette école-là. Les 2 personnages n'en sortent vraiment pas grandis parce qu'il en reste rien d'un point de vue intellectuel. Le problème, c'est que quand Daniel Salvatore Schiffer rend son ouvrage, c'est Olivier Nora, fils de Pierre Nora, et bras armé de Bernard-Henri Lévy dans l'édition, qui a pris la place de Durand. Et je veux juste vous raconter cette histoire en 2 minutes parce qu'elle est édifiante. Daniel Salvatore Schiffer est un auteur chéri des PUF, des presses universitaires de France, de France Culture. Il est prof à Liège, il est prof à Naples. C'est une sorte de George Steiner latin, il est prof à la Sorbonne, etc. Or, cet homme-là a été censuré de la pire des manières. C'est-à-dire que la directrice de collection avait fait le catalogue. Les services de presse étaient prêts. L'ouvrage était en cours d'impression de premier tirage. Je suis éditeur, je peux vous dire que ça veut dire que c'est prêt.
Olivier Nora fait arrêter les rotatives et a demandé à lire les 100 premières pages. Et après il a dit, ça me plaît pas, on le retire du catalogue. Ce qui ne se fait jamais. Daniel Salvatore Schiffer essaie de dire, écoute, on peut changer certaines formulations sans rien toucher au fond. Si tu trouves que ton ami BHL n'apprécierait pas, il fait non, on s'en va. Ce sont les éditions Bourrin, avant qu'elles soient normalisées comme elles l'ont été récemment. C'était à l'époque où les éditions Bourrin, où il y avait quelqu'un comme Emmanuel Amar, etc. On reprit cet ouvrage, qui s'appelle Critique de la déraison pure, et croyez-moi si vous voulez, cet ouvrage n'a été relayé que par Agoravox TV et Perspective Libre. Si on n'appelle pas ça un cas de censure... Encore, c'est Perspective Libre qui a publié sur Agoravox TV. Non, il y a eu une vidéo autonome faite par Agoravox TV. Mais quand vous voyez l'immensité de l'auteur, l'importance du sujet, on est quand même... Voilà. Et Durand était l'homme qui avait voulu qu'il y ait justice sur ces sujets-là, et je pense qu'il fallait le souligner. Très bien, maintenant Jean d'Ormesson qui entre dans la Pléiade. Alors là, je vais être particulièrement agressif, si ça vous dérange pas. De faire de d'Ormesson, de lui donner l'accès de son vivant à la Pléiade, ça le met au même niveau que Gide, que Gracq et que Malraux. Or, d'Ormesson, il y a un ouvrage qui, à mon avis, doit être très bon, vu qu'il a été publié par Pierre-Guillaume Deroux. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je ne serai pas déçu, qui s'appelle « Est-ce que gifler d'Ormesson arrangerait la gueule de la littérature française ?» qui vient de sortir par un jeune critique littéraire. D'Ormesson, c'est un robinet d'eau tiède perpétuel. C'est une sorte de moulin à prière creuse, et c'est le visage rance de la bourgeoisie autosatisfaite. Je folâtre dans mes pastels, là, mais c'est le genre d'homme, imaginons, qui se ferait payer 10 000 euros pour assister à des dîners bourgeois. Je folâtre dans mes pastels, hein, c'est une hypothèse de travail. Hein, donc, et si vous voulez, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la littérature. C'est du faux classicisme, c'est vraiment le visage rance de la bourgeoisie qui se regarde et qui se contemple comme un cadavre qui applaudirait les vers qui sont en train d'avoir raison de lui. Et que la Pléiade, qui est une grande maison, fasse cette insulte-là à la France, comme si notre mère n'était pas assez faible, comme si notre mère n'était pas assez malade, je trouve ça monstrueux. Ça monstrueux. Vous voyez, c'est comme Giscard à l'Académie, comme disait Bernanos, quand j'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai la mettre à l'Académie. Et si vous voulez, la France mérite mieux que ça. Et ça, d'Ormesson à l'Académie, si vous voulez, c'est une sorte de... C'est une énième meurtrissure, c'est une énième vomissure sur la France, au point de couronner, si vous voulez, c'est une sorte de rien couronné, qui est dans la lignée des Giscard, etc. Moi, je préfère encore, je le dis sincèrement, je suis beaucoup plus heureux quand je vois que des gens s'étaient opposés à l'arrivée de Finkielkraut sous la Biver. Ou d'autres même s'étaient opposés à Maïs Gallo. Il y avait peut-être plus de raisons de s'opposer à Maïs Gallo d'un point de vue littéraire. Parce que, avant tout, un académicien, ça doit bien écrire. C'est fait pour ça, l'Académie. Richelieu l'a écrit pour ça. Bon. Servir la France par les lettres. Mais Gallo a fait de très beaux ouvrages, hein, L'âme de la France, Fier d'être français, etc. C'est pas divinement bien écrit, mais c'est toujours mieux écrit que d'Ormesson. D'Ormesson, qui avait déjà les diplomates gaullistes, et particulièrement le grand diplomate Pérol, avait écrit au général pour médire de lui, parce que dans les dîners diplomatiques, il caricaturait les chefs d'État africains en parlant à la Michel Leb, et qu'il faisait des blagues on ne peut plus vaseuses sur les représentants des pays arabes. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'homme qui a le mieux défini d'Ormesson, c'était François Mitterrand. Il avait dit c'est un ridicule. C'est un ridicule. Et Mitterrand aimait bien... Roger Hanin en témoigne un peu avant sa mort.
Mitterrand aimait bien gonfler ces gens-là d'orgueil parce que ça le faisait rire. Comme le disait d'ailleurs très bien Roger Hanin, chez François Mitterrand, le dîner de con, c'était pas son sport favori, mais ça lui gâtait pas l'appétit. En tout cas, avec Dormesson, il avait pris un mets de choix. Bien, passons maintenant pour conclure la partie initiative. Euh, Juste avant, j'aimerais donner un conseil de lecture. 2 conseils de lecture du mois. Premièrement, un ouvrage de Baptiste Rapin, publié en collection aux éditeurs Ovadia, Théologie du management. C'est un ouvrage un peu dur. La vidéo qu'il a faite pour nous va sortir. Si vous voulez comprendre le projet de pouvoir qui est derrière le management, vous pouvez aller soit vers une œuvre comme celle de Pierre Legendre, mais qui est très complexe, soit franchement, je le dis sincèrement, j'organise quand même 35 à 40 conférences par an. Ça fait longtemps que j'ai pas été impressionné par un jeune auteur comme ça. Donc c'est vraiment un jeune auteur à suivre, qui est brillantissime, pour comprendre la gouvernance, tout ce type de nouveaux pouvoirs qui s'opposent à nous, et de le comprendre intelligemment. Donc Baptiste Rapin. Je vous en conseille un autre, qui est que j'ai lu assez récemment, qui est je vous conseille un ouvrage, c'est un vieux livre, mais que j'ai relu avec un certain plaisir. Je vous conseille un ouvrage qui s'appelle Les schismes en islam. Un ouvrage que vous trouverez, qui est un vieux professeur français, que vous trouverez sur différents sites d'études islamiques, y compris même les plus durs, hein, comme Islam Réinfo, des trucs comme ça. Donc des trucs lourds, quoi. Parce que c'est quand même l'ouvrage certainement de la vie générale le mieux fait sur les différentes tendances de l'islam. Donc ça c'est pour ceux qui veulent parfaire leur culture religieuse dans l'aspect géopolitique qu'elle peut avoir, en ne surestimant pas et en ne surdéterminant pas le facteur religieux, un peu comme le dit très bien Georges Korn, grand intellectuel libanais. Enfin, pour passer aux initiatives, je voudrais rendre hommage à, premièrement, un jeune groupe qui s'appelle les Français Libres, qui émet depuis Moscou. Voilà, avant on était à Londres, maintenant c'est à Moscou. Et donc qui a ouvert un site et qui fait une lettre mensuelle d'information des Français de Moscou. Numérique. Donc je vous conseille de vous inscrire, vu qu'elle est gratuite. Elle fait vraiment un très bon boulot, je crois que vous la trouverez sur lesfrançaislibres.fr. Et le cas échéant, vous pouvez essayer de me contacter, que je vous donne les adresses nécessaires. Et dernier point, il y a un homme, particulièrement à l'approche des élections américaines, que je vais vous conseiller de lire et de soutenir, parce qu'il vide ses écrits. Il s'appelle Philippe Grasset. Il a un blog qui s'appelle De Defensa. C'est l'un des grands spécialistes de la pensée et de la diplomatie américaine, et de ce qu'on appelle l'état profond américain. Je vous renvoie à ses écrits qui sont commentés, appréciés par toutes les communautés du renseignement, toutes les communautés de l'intelligence économique. On est très loin de conspi.net, et c'est quelqu'un qui vide ses écrits, ça a été son choix, pour être d'une totale indépendance, et je vous encourage à le soutenir, parce que s'il n'y a plus de recherche autonome, et s'il n'y a plus de site autonome de diffusion, comme c'est le cas du Bréviaire des Patriotes, après, il ne faudra pas se plaindre qu'il n'y ait plus d'autonomie réelle, pas de clash vidéo, de conneries de machin, mais d'autonomie réelle de pensée sur Internet, dont c'est le seul bon côté, parce qu'à la base, Internet, c'est quand même la première poubelle du monde. Jamais l'oublier. Bien, merci Pierre Rougeron pour vos réponses. Merci à vous. Alors, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis une nouvelle fois. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien. Et pour les patriotes éclairés, rendez-vous tout de suite, comme d'habitude, pour la question bonus. À bientôt.